Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Laporte de Clermont-Ferrand et je ne sais pas vous, mais je suis médecin généraliste. Et en ce moment, on entend un peu partout, de la part de nos instances et de la presse, ce qu'on n'est pas, par quoi on pourrait nous remplacer dans les halls de gare de transport en commun ou dans les supermarchés ou par des intelligences artificielles. Et finalement, on se pose parfois la question, mais finalement, c'est quoi être généraliste? C'est quoi l'accès au système de soins et c'est quoi l'accès aux généralistes? Alors, les Américains ont développé ce modèle on a envie de plus présenter, mais que quand même on va représenter, qui est en fait, comme l'a dit Cédric, l'écologie du système de soins. Et ça date des années 60. Et il avait modélisé à l'époque que sur 1000 personnes exposées à un facteur de risque, 750 ressentaient un problème de santé, 250 consultaient un généraliste, et finalement, un seul finissait en centre hospitalier universitaire. C'est un schéma qui a passé l'épreuve du temps et de toutes les organisations de différents pays. La Suède, la Suisse, la Thaïlande, tous les pays depuis les années 60. Alors, ils l'ont réactualisé. Green l'a réactualisé en 2001. Et ensuite, énormément de pays l'ont appliqué à leur pays. Je vous ai épargné le grand tableau comparatif, puisque ce n'est pas comparable. Les systèmes de soins des différents pays européens et hors Europe sont très différents. Il n'y a pas le même nombre de lits d'hospitalisation par habitant, pas le même nombre de médecins par habitant, pas le même ratio médecins généralistes, spécialité par habitant. Il n'y a pas le même type de remboursement de soins, pas le même accès aux soins. Donc la comparaison est très difficile à faire. Et en plus, ces études n'ont pas été faites de la même manière. Pour certaines, c'est une interrogation de patients. Que ressentez-vous? Avez-vous été hospitalisé? Combien de fois avez-vous consulté votre généraliste dans le mois? Et pour d'autres, c'est un accès à des bases de données, de remboursement, de sécurité sociale, de réseau, etc. Donc, ce n'est pas comparable. C'est pas comparable et pourtant, au fil des années, et malgré les systèmes de soins, et malgré les différences culturelles, il y a une évidence qui ressort, c'est que le soin de premier recours est le plus consulté par nos patients. Donc on ne l'avait pas en France, alors on a fait une étude. On a voulu la faire par questionnaire pour ressembler au plus près des premières études, mais la crise du Covid est arrivée là-dessus, et interroger les gens sur leur ressenti par rapport à leur santé et sur leur accès aux soins paraissait compliqué. Donc on a pris la base de GB, l'échantillon des généralistes, la base d'échantillons de généralistes, et on a interrogé cette base pour réaliser cette écologie du système de soins. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple parce que interroger cette base, juste savoir ce que c'est un médecin généraliste et une consultation de médecin généraliste, étant donné qu'il y en a qui exercent à l'hôpital, d'autres en centre, d'autres en libéral, en ambulatoire, de différentes manières, on a fini par réussir à trouver des codes pour interroger cette base et pour coller au plus près de ce qui se faisait, on l'a calculé en nombre mensuel moyen de remboursement par patient. Alors j'ai le grand plaisir de vous montrer nos résultats. Ça, c'est les effectifs de la base. Donc, 576 000 patients répartis par tranche d'âge et en genre de manière équilibrée. Et voilà nos résultats. Donc, en France, sur 1000 individus ayant un remboursement par la sécurité sociale, donc assuré social, 454 ont moins un remboursement de soins, c'est-à-dire que là, on a tout mis, un médicament, une hospitalisation, une consultation. Le nombre mensuel moyen de personnes ayant recours à un généraliste est de 235. Un autre spécialiste que la médecine générale, une centaine, avec 74 dans le système ambulatoire et 24 à l'hôpital. Une vingtaine sont hospitalisés, 13 dans le système privé et 10 dans le système public non universitaire. Et 5 sont hospitalisés en moyenne par mois dans un centre hospitalier universitaire. Donc on voit que notre système d'écologie des soins, finalement, ressemble à ceux des autres pays. Les limites de ce type d'études, c'est qu'il n'y a pas l'accès aux urgences et pas l'accès aux soins de psychiatrie qui n'étaient pas répertoriés dans cette base. On a fait des simulations, on a regardé sur d'autres données, ça ne déséquilibre pas du tout les résultats. Le gros avantage de cette étude sur base de données, c'est l'exhaustivité et la masse des données. Alors là, mon modérateur est content, j'ai tenu le temps, je devrais conclure, mais non. Parce qu'on s'est dit, c'est pas suffisant. Donc, on a regardé sur le SNDS, qui est la base totale des assurés sociaux français. Et on a regardé ce qui passait sur 1000 assurés.
On était déjà assez content qu'en exploitant et en extrapolant nos données de la base de 2% des assurés à la totalité de la base, on tombe sur les mêmes résultats. Mais on est allé un petit peu plus loin cette fois-ci. Et on s'est dit qu'on allait regarder aussi tous les paramédicaux. Et là, on voit que, finalement, sur 1000 assurés, il y en a 458, en moyenne mensuelle toujours, qui ont accès à un remboursement en pharmacie. On a toujours nos 240 généralistes, nos autres spécialistes que la médecine générale. Et puis, on a 75 accès mensuels aux dentistes, 64 à des actes de soins infirmiers, 58 de kinésithérapie. On a toujours nos autres spécialistes en hospitalisation, 39, 11 les orthophonistes et 5 pour les sages-femmes, les orthoptistes et les podologues. Si on regarde par tranche d'âge, on voit qu'il y a une progression sur toute la vie de l'accès notamment aux pharmaciens, aux généralistes et à d'autres spécialités paramédicales comme les dentistes ou un petit peu en moindre proportion les kinésithérapeutes. Et puis finalement, ce qu'on peut voir, c'est que finalement le soin primaire est effectivement le plus consulté dans notre pays. C'est-à-dire que si on poule les généralistes et tous les gens avec qui on travaille dans nos maisons de santé, dans nos CPTS, enfin sur le territoire, en soins premiers, on a vraiment un recours aux soins qui est massif, enfin majeur, par rapport aux soins de second recours et de troisième recours. Alors je voulais revenir là, qu'est-ce que ça veut dire ? La raison n'est pas toujours du côté du nombre. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire vouloir dire, qu'est-ce qu'on va faire dire à ce carré. Ça ne veut pas dire qu'on est les plus importants. Ça ne veut pas dire non plus qu'on veut une égalité de moyens et de ressources dans un centre tertiaire, un CHU. C'est des plateaux techniques, une médecine d'excellence, une recherche qui coûte cher. On ne va pas s'en saisir pour demander exactement la même chose, mais une équité dans le soin, la pédagogie et la recherche. Et il se passe en France ce qu'on appelle la loi d'inverse opportunité. C'est-à-dire que quand même si on regarde et qu'on refait des carrés avec les moyens mis dans chaque secteur, ou le nombre d'universitaires dans chaque secteur, on va avoir un carré forcément inverse, avec des hospitaliers universitaires qui sont massivement représentés, notamment dans la filière universitaire. Donc c'est pour illustrer ce qu'on disait sur les données probantes. Ce sont des données scientifiques, quantitatives, sur l'accès aux soins et comment finalement nos patients consomment notre système de soins. Alors, juste un mot, parce qu'après on va essayer de le décliner par région, on va essayer de le décliner pendant le Covid pour voir si le système de soins a été aussi déstabilisé qu'on l'a dit. Mais je voulais juste, puisque c'est d'actualité, comparer les gens qui bénéficient d'une CMU ou d'une AME et les gens qui ont un régime, je l'ai appelé normal, parce que c'est un régime normal. Il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y en a. En fait, tous les gens qui ont une CMU et une AME ont moins recours au système de soins, moins d'actes de pharmacie, moins d'actes de paramédicaux en général, sauf pour les orthophonistes dans les périodes les plus jeunes, et sauf pour les hospitalisations en centre public, en centre universitaire, hospitalier universitaire. De là à dire que finalement, quand il y a une précarité, il y a de l'adversité, et il y a des troubles de l'apprentissage et des difficultés, de là à dire que finalement, ils sont moins pris en charge par les premiers recours, donc font plus de complications, donc vont plus à l'hôpital, je ne me permettrai pas des conclusions aussi hâtives. Donc finalement, je vous remercie de votre attention, je vais répondre à vos questions, et puis je suis assez contente de vous représenter ce système de l'écologie des soins français, Medical Care, mais aussi Just Care avec tout le monde. Voilà, merci. Bonjour, Agnès Pelletier, Grenoble. Bonjour Agnès. Juste un énorme merci. Voilà, c'était pas une question, il n'y avait pas encore de questions et c'était dommage que ça reste le silence. Et c'est fondamental ce travail. Alors, voir que le carré de White, ça passe l'épreuve du temps, c'est génial. Et que vous ayez fait le travail de faire le rapport avec ce qui se passe maintenant pour nous, c'est juste fondamental. Donc un énorme merci, c'est pas une question, pardon. Merci Agnès. Oui, alors j'ai une question, un commentaire. Laurent Brutus, médecin généraliste sur la Vendée. Ça m'interpelle un petit peu parce qu'en fait, la révisite du carré de White, en prenant en compte l'écologie des soins avec l'ensemble des professionnels de santé, eh bien, finalement, ça nous amène à nous questionner sur qui est la première porte d'entrée dans le système. Je suis persuadé quand même que les pharmaciens sont fondamentaux dans l'ensemble de
de l'abord des patients, finalement, et c'est peut-être le premier contact. Dans le carré de White, il y avait aussi ce que les gens ressentaient comme problème de santé. On a beaucoup travaillé à Nantes sur l'automédication, et effectivement, on se dit qu'entre les pharmaciens, qui sont les premiers en nombre, et puis les gens qui ressentent un problème de santé, qui sont sans doute plus importants encore, sur 1000, on se dit que finalement, il y a peut-être quelque chose à réfléchir dans l'organisation des soins et de la recherche dans les territoires, notamment avec les CPTS, où on arrive à mobiliser toutes les professions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez et quel est comment vous hiérarchisez un petit peu, enfin hiérarchie c'est un mauvais mot, mais comment vous mettez en perspective le fait que les pharmaciens et les médecins généralistes, qui sont les soins premiers, se répartissent la tâche. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Alors effectivement, on a parlé des forces et des faiblesses d'interroger une base de données aussi massive et exhaustive. Il n'y a pas de finesse, c'est vraiment du remboursement de soins ou de dispositifs médicaux ou de médicaments. Ce qu'on n'a pas, effectivement, on voit que les pharmaciens, les médecins généralistes sont en première ligne. Ce qu'on n'a pas, c'est ce qui se passe en vrai. Et je pense que nos collègues pharmaciens et nous, médecins généralistes, sommes pareils. On n'a pas la masse d'actes, de conseils, de coups de téléphone, d'actes gratuits en fait qu'on fait dans la journée. Et ça, je pense que ce serait des travaux de thèse vraiment intéressants de mettre nos internes en observation, ou des externes ou des Master 1, ou des étudiants de toutes les filières en fait, pour savoir ce qui se passe vraiment et avoir un carré finalement qui corresponde un peu plus à la réalité, mais de même pour les autres professionnels de santé en fait. Et c'est vrai que c'est la grosse limite, juste pour parler des chiffres. Après, pour l'organisation, c'est ce qu'on disait de la loi d'inverse opportunité, c'est vraiment, et je crois que ça va quand même dans ce sens, organiser le territoire pour aller faire de la recherche là où finalement le soin se passe vraiment et où sont les patients, et la faire de manière beaucoup plus collaborative. Quand on voit à quel point ce système, et après on va parler plus au niveau des structures de soins, et qu'ils soient au niveau maison de santé ou territoriaux avec les CPTS, mais quand on voit à quel point on est sollicité et à quel point ces patients, après on va s'amuser à faire des parcours aussi, quel patient voit quel professionnel de soins, dans quel ordre, comment ça se passe. Il y a peut-être des ratios à faire. Dans les médicaments remboursés, des fois on fait aussi des ordonnances renouvelables. Donc je pense qu'il y a beaucoup de finesse maintenant à apporter, mais ça nous permet aussi, je disais que la raison n'est pas toujours du côté du nombre, mais le nombre compte pour nos politiques, et ça permet un petit peu de repositionner, de se dire d'accord, on ne fait pas ça, d'accord, on n'est pas assez nombreux, mais voilà ce qui se passe en vrai. Une troisième question. Bonjour, Oriane Cabane, je suis médecin généraliste en Seine-Saint-Denis. Ça m'a interrogée notamment sur les professions paramédicales, le détail que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis demandé si on avait pu comparer par rapport actuellement au nombre de professionnels qu'on forme. Est-ce qu'on forme du coup plus de dentistes, puis un peu moins d'infirmiers, puis un peu moins de kinés, mais vraiment plus d'orthophonistes que de sages-femmes? Est-ce qu'on a pu comparer un peu aux données de démographie? On n'a pas comparé encore au nombre d'étudiants formés effectivement sortants. Et ça ne répond pas non plus à une autre question qu'il faut toujours se poser, c'est le besoin de santé en fait. Je redis que la raison n'est pas toujours du côté du nombre. C'est peut-être pas parce que les pharmaciens et les généralistes, on est les plus nombreux, qu'on est les plus importants. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de kinésithérapeutes, d'infirmières? Ça ne répond pas à cette question-là. Donc effectivement, il faudrait non seulement le comparer au nombre d'étudiants sortants et voir s'il est adapté au carré pour continuer à le pérenniser, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et se poser la question, c'est quoi le besoin populationnel vraiment, et savoir s'il y correspond. Et puis savoir si les moyens correspondent. Effectivement, on le dit souvent, mais les patients passant à l'hôpital, finalement, ils ne passent pas souvent. C'est une infime partie, et ils passent dans tout le reste du système de soins qui, pourtant, n'est pas investi en termes de ressources humaines et de moyens de recherche ou soins autant qu'il le devrait. Bonjour, Yves-Marie Vincent de Bordeaux. Une petite question, c'est est-ce que, grâce à la base de données, on pouvait avoir une idée par rapport à des différences de carrés selon les régions? Je m'explique. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un plus grand recours aux pharmaciens parce que les généralistes, du fait de la densité, en fait, les délais se sont allongés pour les contacter et donc ils vont au premier ouvert, entre guillemets? Est-ce que ça, c'est des choses que votre base de données permet d'identifier ou de mettre en relief? Alors, c'est bien sûr, il va y avoir plein de petits bébés carré de White, et merci de cette question.
Je crois qu'il y a beaucoup d'ateliers qui ont parlé de structuration de l'enseignement interpro, de pôles fédératifs de recherche. Et le constat, je crois, il est même pour nous tous, c'est qu'on part tous de nos territoires et de comment sont organisés nos territoires. Donc effectivement, ça c'est très national, c'est très méta, il va falloir aller voir à l'échelle des régions, mais aussi à l'échelle de certaines villes, de certains départements, effectivement les plus désertiques, voir finalement comment ils se réorientent, comment ils se réorganisent. Parce que ça va être la base d'une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus proche encore du terrain. De même qu'on va comparer les personnes qui ont une ALD versus ceux qui n'en ont pas. Enfin, il y a beaucoup de perspectives derrière de travail pour aller plus finement dans une interprétation plus réelle. Une dernière question. Oui, bonjour. Pardon, Caroline Huas, Versailles. Bonjour, merci bonjour, beaucoup Catherine. C'est enthousiasmant ce que vous avez fait. Je suis très interrogée sur l'autre diapo, donc vraiment le carré de White, sur les 5 pour 1000 en CHU, ce qui est quand même 5 fois plus que le carré de White que j'ai appris. Et je me demandais, est-ce que c'est la loi Debré, en fait c'est la suite de la loi Debré qui nous suit encore dans l'écologie des soins, mais je trouve que c'est beaucoup quand même comme recours au CHU. Alors, je ne sais pas puisqu'on ne l'a pas fait avant. Donc on n'a pas d'éléments de comparaison. Le 5, il reste marginal dans tous les pays, mais effectivement, il varie de 1, celui qu'on a appris dans les années 60, à une vingtaine. Et là, rentre en jeu vraiment... Alors, c'est là où... Quel est le besoin de santé de population? Quels sont les besoins de nos patients? Et qu'est-ce qui est disponible? Et de même que, est-ce qu'il y a des territoires où le professionnel de santé le plus recouru va être différent selon les professionnels disponibles? Il y a effectivement une différence par pays de nombre de places en hôpital par patient qui n'est pas la même. Donc là, il faudrait regarder dans tous les pays, et j'avoue que je ne les ai plus en tête, on n'est pas les derniers effectivement en nombre de lits d'hospice. Il y a les nombres de lits de réa aussi qui ne sont pas les mêmes. Et effectivement, ce qui va être à creuser, c'est toujours pareil. Ces études ne nous donnent pas la causalité. Et est-ce qu'il y a plus... est-ce que ce carré est plus gros chez nous parce qu'il y a plus de places en hospitalisation, parce que l'hôpital universitaire est prépondérant par rapport aux hôpitaux non universitaires? Tout ça est à affiner, mais je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et je pense que le ratio, c'est celui-là qui est un peu édifiant, moi je trouve, c'est qu'en fait le ratio soins primaires, soins secondaires et tertiaires, il faudrait que je sépare encore le tertiaire, il est largement en faveur, sans que ce soit péjoratif, mais largement en faveur en termes de nombre aux soins primaires. Je propose qu'on s'en tienne là et qu'on remercie notre oratrice. Merci. Merci.